Kevin, Yoline Bishopa, na nouvelle couture. Studio Tony. Nous sommes au Presse Club en compagnie d'un éminent homme politique, je puis dire un conseiller politique, un stratège politique, un homme qui parcourt en fait l'Afrique centrale pour donner sa matière au président, aux responsables de la région de Grand Lac. Il voyage partout dans le monde pour bien sûr avoir aussi la matière d'autres pays qui ont une certaine envergure internationale. Gabriel Maindo, qui est juriste de formation, ancien membre de la rébellion AFDL, ancien officier de l'armée RD Congo et commis d'office, enfin commis dans l'ancienne garde présidentielle de Laurent Désiré Kabila, massacré, tué d'une manière obscure, on va peut-être en parler, et avoir exercé pendant 3 ans en tant que garde prétorienne en fait, de ces présidents assassinés. Il a été avocat pendant un long moment à Tours, où il a brillé en tant que juriste et avocat. Avoir également conseillé militairement l'ex-Séléka, qui a renversé Bozizé avant, bien entendu, de prendre ses distances avec le régime de Djokodja, et que vous connaissez comment ces régimes s'est mis en porte-à-faux contre tout le monde, contre la communauté internationale, et avoir aussi créé le chaos qui existe aujourd'hui en République centrafricaine. Depuis avril 2014, il est conseiller de Madame Catherine Samba-Panza, présidente de la transition de la Centrafrique. Enfin, il est initiateur de la plateforme Initiative panafricaine pour la défense de la démocratie, en sigle IPDD, dont il est bien entendu chargé des missions au sein de cette plateforme. Je me rappelle bien le jour qu'on s'est retrouvé à Paris, à la gare du Nord. Il traversait son hôtel et on s'est vu dans cet hôtel. Il m'a fait état de la mise en place de cette plateforme. Alors, ça fait en fait aujourd'hui son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, tout le monde en parle, la presse en parle. Et je me souviens, quand je regarde les réseaux sociaux, quelques personnes qui vont chercher des informations dans les caniveaux diront de vous que vous êtes un Centrafricain. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Non, je tiens à vous remercier, M. Roger Bongos, et puis les spectateurs qui nous suivent. Cette question des nationalités centrafricains, éthiopiens, rwandais, c'est un débat tel que vous l'avez bien dit, des caniveaux, ça m'importe peu. Le plus important, c'est de servir son pays avec patriotisme et puis avec loyauté, et de marquer sa différence. C'est ça qui compte dans la vie. Je ne suis ni de près ni de loin centrafricain. Voilà, je suis congolais, des pères et des mères. Je suis né et grandi à Kisangani. J'ai œuvré à Kisangani. De Kisangani, j'ai fait mon petit parcours jusqu'à ce jour. Je regrette que certains de nos compatriotes, au lieu de soutenir les activités ou les œuvres que les autres compatriotes les font,
ils sont là pour chercher à dénigrer ou à créer des polémiques inutiles. D'ailleurs, pour votre information et des spectateurs qui nous suivent, les autorités centrafricaines ont toujours regretté pourquoi je me présente comme étant originaire de la RDC. Ils veulent que je me présente comme étant centrafricain. Et si je veux aujourd'hui acquérir la nationalité centrafricaine, c'est une question de quelques minutes on me l'octroie. C'est moi-même qui dis non, si je suis né congolais, je préfère rester congolais. Et pour preuve, même la nationalité française, c'est depuis 2001 que je suis en France ici. Je devais acquérir depuis longtemps la nationalité française. Je me dis non, je reste congolais, j'ai mes objectifs. Je ne dois pas profiter du système de ces pays, je dois militer pour mon pays afin que mon pays soit aussi dans la stabilité, dans les mêmes conditions que les pays dans lesquels nous vivons aujourd'hui qui nous accordent l'hospitalité. Bref, je suis congolais, malheureusement je ne connais pas trop les Tchoulouba ou les Kikongo, sinon j'allais m'adresser à... Voilà, donc soyez le frein un tout petit peu. Alors, votre nom c'est Gabriel Maïndo. Donc, vous œuvrez depuis très très longtemps, depuis 2005, pour l'avènement d'un état de droit en RDC. Depuis d'ailleurs 2003, au sein de la représentation de l'IDPS avec les représentants Chipampampuila. Et puis, voilà. Autant pour moi. Oui. Depuis 2003. Alors, moi, je vous connais depuis 2005. 2005. Alors, je vois comment vous avez fait votre parcours de combattant, un bon parcours d'ailleurs, où au niveau des réseaux, au niveau des forats, vous avez été très présent et vous avez été très acerbe aussi à l'égard de beaucoup de gens. Vous êtes très critique, vous avez fait beaucoup de manifestations aussi, vous marchez à Paris, on s'est vu plusieurs fois d'ailleurs à Paris. Donc vous êtes un homme où vous œuvrez dans l'ombre, mais vous n'aimez pas trop le feu des projecteurs, tout cela. Pourquoi tout cela? Écoutez, j'ai compris une chose dans ce qui fait défaut au peuple congolais, c'est de vouloir apparaître et faire beaucoup de bruit sans rien de consistant. J'ai compris que bon, je suis d'abord un officier, j'ai travaillé dans les services de renseignement. Donc vous avez la matière. Oui, je sais que travailler dans la discrétion est plus important qu'autre chose. Et on travaille dans la discrétion, vous êtes dans l'ombre et vous produisez un travail d'efficacité et ça permet à surprendre aux gens au lieu de continuer de faire du spectacle en appelant les gens et voilà. Moi, je préfère être égal à moi-même. C'est-à-dire, je suis sorti du néant. Contrairement à certains de nos compatriotes qui ont l'habitude de se valoriser en disant que non, moi je suis sorti d'une famille très pauvre. Je ne dois pas nier mes origines, je suis sincère. Mon père, il fut un simple enseignant d'une école primaire. Ma mère c'est une ménagère et puis elle vendait des bananes plantains au marché. Je suis sorti du néant. Donc vous avez des valeurs, comme on peut dire. Hein, vous détenez des valeurs, vous n'êtes pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Voilà. Et je suis fier de ça et aujourd'hui ça m'a forgé, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Mes parents aujourd'hui, quand ils me voient, ils disent que nous sommes fiers de notre fils parce que je fais partie de ces jeunes-là qui ont aussi bossé dur pour obtenir aujourd'hui. Mais je ne peux pas me réjouir actuellement de ce que j'ai fait parce que ma lutte politique, c'est d'incarner un Congo nouveau, c'est-à-dire avoir un pays réellement démocratique où les gens peuvent marcher librement, les gens peuvent s'exprimer librement, tel que la situation se passe aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas le cas. On va en parler. Alors, sans transition, pour rester, vous vivez en France depuis 2001, vous connaissez bien ces pays en termes juridiques, politiques. Vous avez soutenu Ségolène Royal, on va en parler, vous allez dire un mot là-dessus. Il y a eu des élections dans la 4e circonscription du Doubs, où les partis socialistes s'est offert une bouffée d'oxygène avec le candidat Frédéric Barbier.
en faisant un score pas très élogieux. Derrière lui, il y a une candidate, Madame Montel, qui est du Front National, qui a fait en fait une progression de 9% par rapport au premier tour. Et là, ils ont aussi comme on dit, la sympathie de ces électeurs qui augmente de 16 points. Qu'y pensez-vous de tout ça? C'est pas un danger pour la République? Certainement, c'est un danger pour la République. C'est un danger pour ces électeurs-là qui ne veulent pas aller aussi glisser leur bulletin aux urnes. C'est un danger en particulier pour les étrangers, parce que nous savons tous les discours du Front National, c'est d'abord de dégager tous les étrangers. La raison pour laquelle j'insiste par rapport à cela, c'est pour cela que ces petits débats qui viennent d'introduire dans notre conversation d'aujourd'hui. Voilà, et les FN pensent aussi que ce n'est pas seulement les étrangers de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique maghrébine, et même les Européens de l'Est. Et les FN a toujours eu un discours considérant ces gens-là comme étant des Européens des secondes zones. D'autre part, les FN prônent aussi les retraits de la France de la zone euro, Voilà. Alors qu'aujourd'hui, dans la mondialisation... Où il y a 19 membres, bien entendu. Enfin, non, dans la zone euro qui a 19 membres, l'Europe, 27 membres. Voilà. Nous sommes aujourd'hui dans la mondialisation. On n'est plus à l'époque des 30 glorieuses où la France pouvait tout se permettre en elle, toute seule. Aujourd'hui, il faut vivre dans l'unité, tel que dit l'adage belge, c'est dans l'union qu'on peut faire quelque chose. Je suis particulièrement content, bien que le score est un petit peu décevant, modeste, mais c'est un message fort aussi que tous les républicains français, de gauche comme de droite, doivent se mettre ensemble pour réfléchir comment chercher à contrer cette montée du Front National pour les prochaines élections. C'est un signal. C'est un signal fort. Les électeurs qui vont voter pour les FN, il faut les écouter, savoir pourquoi ils vont voter pour les FN. Si il décrit la politique économique qui est conduite, mais il faudrait que le gouvernement essaie d'écouter, d'être réellement à l'écoute de ses électeurs afin de changer sa politique. Mais il y a eu beaucoup d'attentes au niveau du nouveau président élu, le François Hollande, où il a dégringolé au niveau des sondages, de la sympathie. Il s'est trouvé moins de 12-13% d'ailleurs. Et après, Charlie, là, il se retrouve avec un bond exceptionnel là-dessus. Mais vous voyez, il y a une période de campagne. Et il y a une période où on est confronté à la réalité du pouvoir. Il faut que les électeurs et les Français, en particulier, le savent. Ou qu'ils ne fassent pas semblant de ne pas le connaître. Quand on est en campagne, on peut tout promettre. Avec sa tirade, vous savez, moi, président de la République, je ferai ça, moi, président de la République, je ferai ça, moi, président de la République. Voilà. Vous vous rappelez de la tirade? Oui, je me rappelle de ça. Mais les projets du candidat Hollande, ce n'est plus les projets du président Hollande. Il a peut-être sous-estimé certaines réalités du pouvoir, quand d'ailleurs l'ancien Premier ministre François Fillon l'avait si bien dit, que la France va tout droit dans la faillite. Tout le monde était monté au créneau pour crier pourquoi il a promis ça, alors que c'était vrai. La réalité économique aujourd'hui, la France est en difficulté. Et en elle seule, elle ne peut pas. Il faut toujours l'unité de tout le monde. D'où toutes les forces républicaines, les partis politiques républicains qui incarnent les valeurs de laïcité, de l'ouverture. Parce que la France, c'est une grande nation démocratique, c'est une grande nation de la liberté, c'est une grande nation qui vit dans la diversité. C'est ça qui fait sa force. De même pour les États-Unis, c'est dans la diversité américaine, c'est ça qui constitue sa grande puissance. Et la France Et la France doit vivre ça aussi pour
sa puissance de demain, bien qu'aujourd'hui en Europe, la France fait partie de ces puissances européennes dont il ne faut pas ignorer, mais c'est grâce à sa diversité. Le fait que l'FN soit battu, ce n'est une joie pour moi, étant aussi membre sympathisant du Parti socialiste. Je ne peux que me réjouir de cette victoire modeste, bien que les FN crient à la victoire. Oui, sa montée, ça doit réfléchir tous les républicains. Donc, pour terminer, la position prise par l'IMP pour mettre des à dos les PS avec les FN, je pense que c'est un peu exagéré. Vous avez vu vous-même, les leaders de l'IMP ont été divisés avec les discours de Sarkozy qui disait ni Front National, voilà, ni Parti Socialiste. Oui. Donc il y a eu une confusion. Oui. Il y a eu l'appel de JP qui demandait de voter socialiste. Voilà. Donc, et puis, le leadership n'existe plus même maintenant au niveau de l'IMP. Oui, l'IMP est complètement déstabilisée depuis sa défaite électorale. Elle ne sait plus sur quel pied s'y mettre. Nous espérons, parce que il faut que les pouvoirs aient quand même une opposition qui est capable de veiller aux actions ou de faire des bonnes critiques pour l'intérêt du pays. L'intérêt du pays. Alors, en parlant du pays, là, je pense que dans cette histoire de l'élection de François Hollande, il y a quelqu'un qui a été coquifié dans cette affaire, c'est les étrangers qui ont beaucoup, enfin, la deuxième génération qui ont voté le président Hollande. À l'arrivée, ils attendaient que le président concrétise ses promesses électorales, de campagne, parce que c'est important de le dire, de campagne, en disant que voilà, je donnerai le droit de vote aux étrangers. Vous ne pensez-vous pas, par rapport à ces droits de vote, ça allait contrer complètement les Front National si ces étrangers avaient ces droits de vote? Bon, c'est ça d'ailleurs que même l'IMP reproche au PS, que non, les PS veulent que les étrangers aillent aux élections, locales, bien entendu. Parce que certainement les étrangers ont une tendance de voter à gauche. Les étrangers se sentent très proches, alors que c'est faux. Il y a eu des statistiques, par exemple en Belgique, où les étrangers participent aux élections. Il n'y a pas vraiment un taux où ça démontre que tous ces étrangers-là votent pour les partis socialistes en Belgique. Même voilà. Ici, il y a des gens, des étrangers qui sont à l'IMP. Voilà, et c'est là, quelles que soient leurs origines, tout dépend de la sensibilité. Et il y a beaucoup d'étrangers aussi qui ne vont pas voter. Même ceux qui ont la nationalité française, ils sont parfois démobilisés. Alors ça, c'est une tactique politicienne de la part des... Mais il faudrait un peu de courage. Mais sur ce point-là, le président François Hollande n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout de sa promesse, de l'une de ses promesses de la campagne présidentielle. Et puis, d'autre part, au niveau du Parlement, il faudrait qu'il puisse acquérir au moins 3/4 des suffrages. Des suffrages. Je ne vois pas l'IMP qui, depuis des années, a toujours accusé le PS. Et non, la stratégie du PS, c'est d'avoir beaucoup d'électeurs étrangers pour que les communes soient acquises au Parti socialiste. Voilà, donc on les voit en Belgique, comme vous venez de dire, au niveau du Parti socialiste, le MR, le Bart du Brabant, oui. Donc on sent que c'est départagé. Les voix des étrangers, oui. Voilà, les étrangers votent par rapport à leur, bien entendu, acquaintance politique. On ne regarde pas par rapport au Parti socialiste. D'ailleurs, le Parti socialiste est décrié en Belgique par les étrangers. Voilà, alors pour revenir maintenant à notre situation, on rebascule directement en Afrique. On a vu dernièrement, la population a été terriblement massacrée. Il y a eu une forte répression de la part du régime en place. Quelle est la lumière portée vous par rapport à cela en tant que juriste et en tant qu'activiste de droits de l'homme et politique aussi d'ailleurs? Bon, d'ailleurs, la première des choses, c'est de condamner fermement ce qui s'est passé, parce que dans une démocratie, dans une nation dite civilisée, telle que les dirigeants congolais nous
nous les vantent depuis un certain temps. Que, voilà, on n'a plus besoin d'aller en France ou aux États-Unis. Tout la RDC est devenue les petits paradis au niveau du continent. Ce qui s'est passé, c'est un crime contre l'humanité. L'attitude du gouvernement congolais, pour moi, c'est comparable au groupe État islamique en Irak ou en Syrie. Vous imaginez une seconde qu'on coupe l'Internet, les téléphones, ici en France, pendant aujourd'hui près de 20 jours. Économiquement, la France va péricliter. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver en Alsace ou bien vous téléguider votre entreprise par téléphone ou bien par Internet. Mais un gouvernement, je ne comprends pas. Ils ont crié que non, la RDC n'est pas le Burkina. Ils ont dit, voilà. Mais arrivé au Burkina, Blaise Compaoré n'était pas arrivé au niveau de couper les téléphones. Et de massacrer sa population d'ailleurs. De massacrer sa population. Il est parti à cause de ça. D'ailleurs, il dit, moi je ne toucherai pas à la population, je ne tirerai pas sur la population. Voilà la raison pour laquelle je me retire. Et ce qui a été commis, d'ailleurs, je vais revenir à long sur ça, dans le cadre de la plateforme panafricaine, nous sommes, oui, on a parlé un peu de la plateforme. Nous avons fermement condamné ça et nous sommes en démarche avec la FIDH, la Fédération internationale pour les droits de l'homme, et puis Human Rights Watch. Nous allons déposer une plainte devant la Cour pénale internationale contre les autorités congolaises, parce que ce qui a été commis, c'est un massacre contre la population. Rien ne peut justifier cette violence. Sur base de quoi parce que les gens veulent manifester qu'il faudrait réprimer. Il y a le président du Parlement qui a reconnu en demi-mot qu'il y avait les dérapages. Le dérapage, non. Il voulait dire qu'il y a eu carnage. C'est ça le terme n'est pas approprié. Oui, le terme n'est pas approprié. Parce qu'il a été même la semaine dernière à Paris. Les autorités qui l'ont reçu 72 heures avant nous ont accueillis, ils nous ont fait les comptes rendus. Il a reconnu dans le même style que non, voilà, il y avait dérapage. Non, on a dit aux mêmes autorités qu'il n'y avait pas eu dérapage, mais il y a eu plutôt carnage de la population congolaise. Parce que rien ne pouvait justifier cela. Mais la police, elle doit encadrer plutôt les manifestations, même si les manifestations sont spontanées. On a vu ça au Sénégal, d'ailleurs, moi je l'ai vu au Sénégal, hein, oui. Ils encadrent les manifestations. Mais la police est formée et elle est encadrée pour ça. D'autre part, moi je déplore la position de l'Église catholique, parce que un régime criminel, un régime qui massacre sa population, le langage qu'il écoute, c'est le langage des forces. D'où, c'est ça qui fait ma différence avec d'autres compatriotes. Moi je n'aime pas trop parler. Il faut réfléchir aussi à donner les moyens à la hauteur de ce que prend le régime en place. Vous êtes en face d'un régime qui n'est pas militaire, vous voulez qu'on utilise les armes pour aller renverser le régime? Rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Il faut, ce que je demande à la CNCO, je n'ai pas trop le temps de lire des versets bibliques, mais je sais que dans Matthieu, je ne sais pas combien, ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, ils vont dire si c'est Matthieu 15 ou 11. Je sais qu'il y a un verset qui dit que non, j'étais affamé, tu ne m'as pas assisté, j'étais nu, tu ne m'as pas habillé. C'est le bon moment que la CNCO se cotise, donne le moyen financier et matériel aux jeunes qui sont capables, qui sont prêts à en découdre avec le régime. Ça, c'est la bonne manière d'assister cette population, au lieu de continuer à rédiger des communiqués pour dénoncer le régime. Un régime criminel, un régime sourd ne peut pas vous écouter dans toutes ces démarches, et là, ça ne sert à rien. Donc moi, personnellement, je suis dans une logique d'engager un rapport de force. Ceux qui sont à la garde présidentielle, la plupart de ces gens-là, sont mes anciens collègues, on se connaît, que ce soit les officiers subalternes supérieurs qui sont aujourd'hui dans des grandes unités au niveau de la garde présidentielle, puis dans des régions, on se connaît avec eux. La seule méthode que moi je peux prendre, si l'opposition aussi envoyait tout le temps les gens aller marcher, des gens
sans défense et qui savent que par la suite, ces gens-là seront massacrés par le pouvoir en place. Ce que moi je leur propose, c'est donner les moyens. Comment le faire? Moi je pense qu'il est bon temps que nous, Congolais, qui aimons beaucoup faire beaucoup de bruit, il est temps de cesser de faire ce bruit-là. Travaillons calmement, parce que 2016 c'est pour bientôt. C'est dans 22 mois. Oui. Ce qui vient de se passer en Gambie, c'est la diaspora gambienne qui a tenté de renverser il n'y a jamais le 30 décembre dernier. Avec les Américains, quelques Oui. Américains bien entendu. Oui. Mais nous avons des hommes d'affaires chez nous. Mais ce sont des hommes d'affaires gambiens qui ont mis les moyens, y compris à la diaspora gambienne, des anciens militaires gambiens qui sont maintenant là, et y compris même des Gambiens nés aux États-Unis et en Europe qui ont servi les armées de ces pays-là, qui se sont sacrifiés pour aller faire quelque chose dans leur pays. Mais ici, là, on est en Occident aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche ces gens-là, ces anciens militaires originaires de la RDC, qui ont servi dans l'armée française, en Belgique, qui ont servi l'armée royale belge, l'armée royale britannique, et puis même aux États-Unis, qu'est-ce qui les empêche de nous réunir, de nous sensibiliser pour défendre l'intérêt de notre pays? S'il y a des volontés, moi je suis disposé à donner mes coordonnées pour qu'on se réunisse. La France est un pays de liberté, on doit se réunir pour réfléchir pour l'avenir de notre pays. Il faut qu'il y ait... Je ne veux pas des aventuriers. Si j'ai pris ces risques-là pour d'autres pays, en particulier la RCA, et pourquoi pas pour mon pays. Donc, ce qui se passe dans mon pays, c'est énervant, et la seule attitude qu'il faut avoir, c'est de répondre aussi par une méthode de force. Donc, la scène qu'on doit arrêter, cette politique politicienne de faire le jet du pouvoir avec des communiqués qui ne servent plus à rien. Alors, plus à rien. Alors, il y a quelque chose qui ne sert plus à rien dans l'environnement politique de la diaspora et de la République démocratique du Congo. C'est l'UDPS dont vous êtes encore membre. Je ne sais pas si vous êtes... Non, j'avais déjà pris mes distances depuis... Alors, vous avez commencé comment avec le DPS? Alors, avant de répondre à cela, je souhaiterais quand même mettre sur cette table-là, un vœu pieux. Je ne sais pas si c'est un vœu pieux. Mais comment se fait-il que lors de cette manifestation, l'IDPS n'a pas participé activement auprès de ces gens de Sauvons du Congo? Pourquoi l'IDPS a été en retrait? Pourquoi l'IDPS est devenu aphone par rapport à cette affaire? Bon, vous savez, je suis un peu en contact avec tous ces leaders de l'opposition. D'ailleurs, parlons-nous un peu de votre... Je suis un peu en contact avec tous ces leaders de l'opposition congolaise. Je les ai toujours dit. Je crains qu'on chasse Kabila aujourd'hui, qu'un de leurs prenne le pouvoir et agisse de la même manière que Kabila. Un de leurs qui? Un MP ou bien de l'opposition? De l'opposition. D'accord, ok. Je ne vois pas vraiment une alternative. Ça, je le dis sincèrement, je les ai toujours dit. Je ne vois pas une alternative crédible auprès des opposants. Les opposants congolais ont ces sérieux problèmes-là. Chacun... J'ai toujours prôné les rassemblements des opposants. Et les rassemblements ne doivent pas se faire autour d'un homme. Les rassemblements doivent se faire autour d'un projet. Et c'est ce projet-là qui va constituer un point de départ pour désigner qui est le leader de l'opposition. Que les meilleurs parmi ces opposants-là prennent maintenant la direction afin qu'il y ait une canalisation, une voix autorisée et officielle de l'opposition congolaise qui doit être d'ailleurs écoutée et suivie par tout le monde. Parce que, tel que je disais, rien ne pouvait justifier cette folie du pouvoir. J'ai dit même, il y a même les groupes d'État islamiques, quand, avec leurs otages, avant de les assassiner, ils lancent quand même un ultimatum. Mais le pouvoir de Kinshasa, ce n'est pas ça. Il se comporte, je ne sais pas étant qu'un État, mais en tant que des voyous. Un groupe terroriste qui se croit tout se permettre. Et il y en a d'autres qui disent que non, voilà, il faut penser
à un statut de l'ancien chef de l'État pour que... Ça, c'est Vital Kamere, hein, mais on en reviendra. Voilà, pas à bon, il y a même la CNCO qui a proposé à ça. Moi j'ai dit clairement à Vital Kamere, je suis fermement opposé à son initiative. On ne peut pas gratifier les gens qui commettent des crimes et qu'à la fin, tout le monde va les faire. Non, il n'est pas question de chercher à créer un statut spécial à un chef de l'État parce qu'il a commis. Ce qui s'est passé pendant 3 jours à Kinshasa au mois de janvier, c'est inadmissible. Et la seule réponse à ça, il faudrait qu'il y ait la fermeté. Et la fermeté, c'est quoi? D'user de tous les moyens nécessaires. Tous les moyens nécessaires. Alors vous, votre plateforme, elle envisage quoi, votre plateforme, par rapport à cette affaire? Écoutez, nous avons rédigé un communiqué que nous avons... Ça ne suffit pas un communiqué? Oui, si, ça ne suffit pas. Bon, la plateforme, elle ne réunit pas seulement les Congolais, elle réunit toutes les nationalités. Actuellement, on est 18 à 21 pays. Il faut éviter aussi décristalliser voilà, RDC, les problèmes de la RDC. Et moi, personnellement, j'ai demandé à ma qualité de chargé de mission que la plateforme trouve un moyen financier ou matériel d'aider tous les pays en difficulté avec le régime afin d'organiser la confrontation. S'il faut aller dans les confrontations militaires avec ces gens-là, il faut le faire. Nous devons. Moi, j'ai dit, certains de mes amis ont dit non, ce n'est pas possible. Non, l'ANC avait fait la même chose aussi. La Gambie aussi. Oui, la Gambie, oui. Il y a la direction politique, il y avait une direction militaire aussi à l'époque de l'ANC pour lutter contre l'apartheid. Et en RDC, si l'opposition interne ou externe au président Joseph Kabila peut faire la même chose, moi je soutiendrai cette initiative. Je suis même prêt à aider des conseils. Vous êtes un stratège militaire, un oui, conseil militaire. je suis prêt. Et si même, moi je pense que je ne veux pas, s'il y a cette initiative-là, je ne vais pas avoir des vieux, j'ai du respect aux vieux, parce que je les respecte. J'aime des jeunes, 20 ans jusqu'à 45 ans au moins, qui sont déterminés, parce que vous voyez les vieux là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, moi Sinaba Mazali, voilà, ils vont avoir peur de s'engager, ils vont souvent penser. Mais un jeune, c'est pour cela que au début de l'interview, je disais que nous avons besoin de l'expérience, de l'implication de tous nos jeunes qui ont fait les armées ici en Occident, l'armée royale belge, britannique, en France comme aux États-Unis. Il faut faire quelque chose. Face à un régime qui ne recule devant rien, il faudrait aussi avoir des moyens pour les contraindre afin qu'ils réagissent, afin qu'ils réfléchissent avant de commettre ces forfaits. Voilà ce que moi je peux prendre. À l'image de Gambiens, de la diaspora oui, gambienne, expliquez-nous un peu. Oui, c'est ça que je vous disais. La Gambie a réussi à titiller ou à déstabiliser le président Yahya Jammeh le 30 décembre dernier. C'est grâce à la bonne coordination des anciens officiers de l'armée gambienne, dont certains Gambiens nés et grandis aux États-Unis et en Allemagne aussi, y compris même en France, avec l'aide de certains hommes d'affaires gambiens qui ont mis leurs moyens financiers, aider ces jeunes-là qui avaient la volonté de secouer. Bien qu'ils n'ont pas réussi leur coup, je pense que pour la seconde fois, ils réussiront. Et ça réfléchit, ça va permettre, ce qu'ils ont fait là, le courage qu'ils ont démontré, ça va permettre au régime de Yahya Jammeh à réfléchir 2 ou 3 fois avant de continuer à commettre encore son forfait contre la population gambienne. Si en RDC, on est toujours dans une stratégie de beaucoup parler et de faire des marches, et dans les marches, il n'y a pas une meilleure expertise de ce qu'il faut faire, ça ne servira à rien. Parce qu'à chaque fois que je passe un peu de gauche à droite auprès des autorités françaises, même au niveau de l'Union européenne, on se demande, on sait que la diaspora congolaise elle est active. Moi j'étais même surpris. Les Gabonais m'ont dit que non, voilà, ils vont maintenant adopter la stratégie de la diaspora congolaise. Moi, j'ai dit c'est bien beau, mais la finalité, c'est quoi?
Non, le fait de tabasser les personnalités politiques ou bien les dirigeants du pouvoir, ça va leur permettre de ne plus venir ici. On dit non, chez nous, ça n'a pas servi, ça n'a donné aucun résultat palpable sur le terrain. Ça donnait un tout petit peu. Ça permet quand même à ces gens-là de réfléchir à deux fois, de se prémunir, de se déguiser pour se promener dans ce. Mais politique, sur le terrain. Mais il y a l'impact. On sent quand même l'impact. Si ils ne se promènent pas comme ça. Mais si tel était le cas, on n'aurait pas eu encore ces massacres du mois de janvier. On n'aurait pas eu ça. Voilà. Certes, il y a eu un léger impact, notamment en demandant que peut-être la diaspora participe aux prochaines élections. Et on va y arriver. Ouais. Mais alors, la marche, l'opposition, Martin Fayoulou, il y a une division où l'UNC tirait sa couverture pour soi et les autres par rapport à un conflit qu'il y a eu depuis cette affaire aux États-Unis, du Congrès, voilà, Congrès américain, enfin, le sommet Afrique. Les tiraillements entre Vital Kamerhe et Fayoulou, ça continue. Ça déstabilise en fait l'opposition. Oui, donc ce que moi j'appelle au rassemblement de l'opposition congolaise. Les gros soucis sont que l'opposition congolaise, chacun des leaders se voit maintenant président après Kabila. Alors que si on est toujours dans cette optique-là de dormir de se raser, de boire son petit verre de soupe natole ou bien de la prémisse, en se disant que non, maintenant c'est moi qui deviens président, on n'y arrivera jamais. En 2016, même si Kabila ne modifie pas la Constitution, il n'est pas candidat à l'élection présidentielle, il désigne un de ses dauphins. Avec la division qui est actuellement dans l'opposition, les candidats de la majorité présidentielle sera élu chef de l'État et nous allons encore crier à la tricherie. Il faut qu'il y ait rassemblement. Et les rassemblements ne doivent pas se faire, j'insiste, les rassemblements ne doivent pas se faire sur un homme, mais il doit d'abord se faire autour des idées précises, autour d'un projet qui sera porté par les meilleurs parmi les opposants. Aujourd'hui, vous voyez, avant les 3 jours des massacres qui ont eu lieu à Kinshasa, l'IDPS demandait un dialogue avec J'allais même poser cette question. Vous êtes l'ancien de l'IDPS, vous avez accompagné l'IDPS à un moment. Pourquoi ce côté aphone, côté distant de l'IDPS? Parce que ce qu'on a su, M. Minako est venu à Paris ici, dernièrement, vous le savez, vous êtes au courant, mais Minako a rencontré en privé Tshilombo Félix pour lui proposer la primature. Donc c'est en récompense de cause de leur silence, de leur retrait de ce qui a eu lieu dernièrement. Mais vous savez, vis-à-vis de... Vous savez que les détractations se situent à ce niveau-là. Oui, vous savez, les messieurs que vous avez cités, bon, depuis que je suis à l'IDPS, on ne s'est jamais supporté. Le monsieur Tshilombo. Oui, c'est ça. Bon, vous n'aimez même pas pour prononcer son nom. Non, ce que je veux dire, ce n'est pas parce qu'on porte... C'est qui ces garçons-là, c'est Tshilombo? Ce n'est pas parce qu'on est fils d'eux qu'on incarne les valeurs de son papa. Non. Je pense que l'IDPS aujourd'hui n'a plus des idées. Moi, je me souviens... vers les années 90 où j'étais encore tout petit, mon père et mes aînés étaient fascinés de Laurent de l'IDPS et puis l'IDPS représentait un espoir pour le pays. Mais aujourd'hui, on ne connaît plus quelle est la vision de ces partis. On ne doit pas seulement se focaliser sur Tshisekedi. Tshisekedi, j'étais parmi les premières personnes à dire depuis 2006 que non, voilà, l'IDPS n'existait plus. Jusqu'en allant dire même que si Tshisekedi était élu chef de l'État en 2006 ou en 2011, je vais me tirer une balle dans la tête. Pour quelle raison? Je connais un peu bien Tshisekedi et l'IDPS pour avoir été très proche
de certains leaders. Vous étiez proche de qui? Chipampamphila, qui aujourd'hui, il a pris totalement son retrait aussi vis-à-vis de l'IDPS. Il était quand même l'un des pionniers qui éveillait les partis au niveau de l'Europe ici, en particulier au niveau du Benelux. Tout le monde est déçu de la manière à laquelle les partis est dirigé. Bon, je ne suis pas les DRH ou les directeurs des ressources humaines de l'IDPS pour essayer de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, l'IDPS était dans la cacophonie totale. La cacophonie totale. Alors, la stratégie aujourd'hui de MP, de Kabila, de prendre ces jeunes hommes de l'IDPS qui s'est greffé à l'IDPS, en réalité, Chilombo, de le mettre à la primature pour déstabiliser en fait l'opposition et la diaspora. Ouais. Aujourd'hui, affaiblir, hein, quand je dis vraiment affaiblir l'opposition pour dire voilà, donc nous avons l'opposition à la tête de la primature. Mais qu'est-ce que l'IDPS représenterait aujourd'hui au niveau de l'opposition? Donc, si on prend ces jeunes hommes-là, il n'est que l'ombre de lui-même. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui au niveau des... Un ancien livreur de l'inattendu, hein? Voilà. Oui. Donc ça, c'est la politique de débauchage depuis l'époque de Mobutu. Ça ne servira à rien. Même Sarkozy, nous l'avons vu ici en France, quand il a été élu président en 2007, il a débauché certaines personnalités de gauche, croyant que ça va déstabiliser certes, au début, ça a créé des remous. Hein. Et après, on a vu où ça a conduit, même au sein, il y a eu des remous, même au sein de son propre parti. Et la meilleure des choses, c'est d'engager, je ne dirais pas un dialogue avec un régime tyran, comme celui de Kinshasa, mais que l'opposition réfléchisse réellement, quelle réponse apporter. Militairement, vous avez dit, militairement. Moi, je suis un militaire, je ne peux qu'apporter une réponse militaire. En dehors de ça, je ne vois pas quel dialogue direct. Parce qu'en Swahili, on dit c'est-à-dire, pour guérir les faits, il faut utiliser les faits. On ne peut pas guérir les faits par d'autres moyens, il faut toujours utiliser les faits. Donc, Kabila, c'est un militaire. Et ces pays-là, moi j'ai été surpris. Au Quai d'Orsay, il y a moins de 15 jours, on m'a posé la même question concernant la situation qui prévaut chez nous en RDC. Est-ce que l'opposition est-elle capable de capitaliser cette mobilisation de la population civile et faire comme au Burkina et de prendre le pouvoir? Je les avais dit, je ne crois pas du tout. Ils ont dit, c'est vrai, on m'a dit, oui, je ne crois pas du tout. Cette frustration sera étouffée d'un moment à l'autre, d'autant plus que la garde présidentielle n'est pas encore entrée en jeu. Lorsque la garde présidentielle va rentrer dans le mouvement, personne ne sortira de la rue. On va massacrer les gens et l'opposition sera aussi en retrait. Quelques jours après, mon analyse s'est avérée exacte. On m'a encore appelé au Quai d'Orsay. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on a appelé aussi au Quai d'Orsay Minakou pour lui tirer les oreilles. Hein, il a été au Quai d'Orsay, parce que nous, on a aussi quelques entrées. Et j'y étais aussi pendant cette période de massacre. On a été, moi et Freddy Moulongo, en réunion. Dites-moi, mais le régime en place n'est pas vu d'un bon oeil au Quai d'Orsay. Non, les régimes... Vous voyez d'abord même s'il est mal vu de l'extérieur, mais c'est nous, Congolais, qui avons la solution dans nos mains. La France ne va pas aller intervenir militairement pour faire le boulot à la place des Congolais. C'est à nous d'abord de faire le travail, de résister face à ces régimes-là, d'accepter de mourir, de nous sacrifier. C'est à ce moment-là. Il y a eu un sacrifice de 147 personnes à peu près. Mais un sacrifice qui n'a pas tenu jusqu'au bout. C'est un sacrifice qui n'a pas tenu jusqu'au bout. Il y a eu le retrait de l'article 8 en fait de l'alinéa 3. Écoutez,
les retraits, là, ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie aujourd'hui pour dire que non, la situation s'est stabilisée. Et ce week-end, vous avez vu les ministres de la communication de Kabila est parti à des bonhommes pour réunir les jeunes. Hier, les mêmes jeunes que lui a accusé des badauds, ce sont des voyous, des casseurs, des pillards. Le samedi, j'ai suivi en direct son show à des bonhommes où il a harangué ces jeunes-là qu'ils étaient des patriotes, ils n'ont pas suivi le discours mensonger des opposants. Voilà. Mais ces jeunes-là, qui sont désœuvrés, qui n'ont pas les moyens, parce qu'il est parti avec des petits cadeaux que le gouvernement lui a remis au ministre de la Communication pour remettre aux jeunes, ces jeunes-là lui ont applaudi. Mais ça, ce n'est qu'une solution temporaire. Mais je pense qu'une fois de plus, moi, si l'opposition veut vraiment secouer le pouvoir en place, la CNCO veut réellement secouer le pouvoir en place, il faut utiliser aussi des mêmes moyens que le pouvoir. Vous ne pouvez pas aller par des moyens inégaux ou inefficaces vis-à-vis à un pouvoir qui ne recule devant rien. Qui ne recule devant rien. Alors, rentrons dans l'opposition parce que vous montrez du doigt l'opposition. L'opposition fragilisée par la division, fragilisée aussi par ses intérêts personnels, fragilisée également par la stratégie qui ne correspond pas par rapport à l'avènement vraiment de la vraie démocratie, la vraie alternance. Mais dites-moi, la bagarre qui existe entre le leader du NC, Vital Kamerhe, et Martin Fayulu pose énormément de problèmes. Est-ce que Vital Kamerhe est-il vraiment un vrai opposant ou pas? La question, elle est là. Est-il un vrai opposant? Est-ce qu'il ne mange pas le soir avec Kabila? Écoutez, la question de dire qui est opposant, qui ne l'est pas, c'est ça qui fait qu'on n'y arrivera pas. Chacun, compte tenu de son humeur, peut penser vis-à-vis de Vous le connaissez très bien, Vital Kamerhe, c'est pour ça que je vous pose cette question, parce que vous êtes souvent en contact téléphonique avec. Écoutez, pas seulement en contact téléphonique, à chaque fois qu'il est en France, de passage, je le vois, si son temps le permettait, les gens racontent tout sauf rien sur Vital Kamerhe. Moi, j'ai toujours eu des positions tendues vis-à-vis devant tout le monde d'ailleurs, voilà. Contre moi d'ailleurs aussi, oui. Ça a été plusieurs fois. Voilà, hein? moi je pense que les vrais amis sont ceux qui se disent la vérité. J'ai toujours dit ma vérité. La question que vous me posez, moi j'ai toujours posé ça à Vital Kamerhe. Et parfois il ne le supportait pas. Il me le dit, toi tu me connais bien, tu es proche de moi, ce n'est pas à toi de me poser cette question-là. Si les autres me les posaient, je pouvais tolérer de leur répondre. Il s'énerve même. Mais je vous dis, dans ce que je sais, Vital Kamerhe n'est plus en contact de près ou de loin avec Kabila. D'ailleurs, je ne peux pas rentrer dans beaucoup de détails. Kamerhe, même pour vendre une de ses maisons à Kinshasa, il a fallu qu'il passe par des intermédiaires. Parce que pourquoi il a vendu sa maison? Parce que je connais cette affaire. Enfin, pourquoi il a vendu cette maison? Contrairement à ce que les gens racontent, que non, voilà, quand Kabila, il est venu en Europe, oui, que Kabila lui donne de l'argent, c'est faux. Il a des soucis financiers énormes. Il a beaucoup dépensé pendant la campagne de 2011. Il n'a presque plus rien. Même ses déplacements, c'est presque à ses propres moyens. Il vend soit une de ses parcelles, voilà, il vend soit une de ses jeeps. C'est de cette manière-là. Mais les gens qui ne savent pas ça, ils racontent tout sauf rien. Je ne suis pas censé de le dire, mais quand les gens rapportent tout, sauf rien, ça... Ils ont rapporté, enfin, je le dis, ça c'est le bruit de couloir, mais je remets quand même en évidence ce bruit de couloir. Il a été, avant de venir en Europe, que j'ai fait son interview, avant cette interview, il était à Lubumbashi avec Kabila, ils ont mangé ensemble, et les gens, l'avion qu'il a transporté de Kinshasa à Lubumbashi, c'était payé par... Kabila, et il est reparti avec 120 000 $, etc. Oui. Mais vous savez, en 2010, lorsque j'ai été débauché par le pouvoir a voulu me débaucher. Yvon Ramazan et puis Papi Tamba
sont venus jusque chez moi, en tout, dans les cabinets d'avocats où j'ai travaillé à l'époque, pour tenter de me débaucher et de travailler pour le régime. On a passé près de 5 heures de discussion. J'ai posé mes conditions, je lui ai dit, si vous voulez que je rentre travailler avec le régime, voilà, j'aimerais l'ouverture du procès des, entre guillemets, GBA? Non, des assassins de Laurent Kabila. On va en parler rapidement. J'aimerais que la lumière soit faite sur l'assassinat de GBA. J'aimerais que vous me nommiez à la direction de l'ANR, qui est le respect des droits de l'homme, plus question de torturer les gens. J'ai posé tant de conditions à l'heure et tout. Je les ai dit, heureusement que j'avais enregistré notre entretien, la conversation. Au retour, j'ai entendu que non, ils auraient pu me laisser 100 000 euros. Voilà, désormais, les gens, certaines personnes ont raconté tout sauf rien. Moi, j'ai dit, j'ai posé la question à mes interlocuteurs, j'ai dit, est-ce que vous m'avez remis quelque chose, peut-être vous racontez, Kabila vous a peut-être remis de l'argent pour me ramener, vous n'avez pas été honnête avec moi, vous avez ramené votre argent et pour subtiliser un peu la voilà. Mais les gens, il faut qu'on évite de monter des montages inutiles contre les... Il y a beaucoup de spéculations dans le milieu congolais. Pourquoi ces spéculations? Est-ce que c'est la maturité de ces peuples-là? C'est une remise en cause quand même de cette maturité. Vous savez, les gens aiment la facilité, c'est ça. Quand les gens, un peuple est habitué à la facilité de gagner facilement sa vie, c'est ça. Les gens ne savent pas bosser dur et gagner par la suite leur pain. Donc, les gens pensent toujours que non, tout le monde est facile à être corrompu, à se laisser faire à toutes les propositions. Est-ce que Vital Kamerhe est un vrai opposant? Écoutez, je ne suis pas qualifié à dire qui est vrai opposant et qui ne l'est pas. C'est par rapport à qui et par rapport à quoi. Voilà. Et ceux qui l'accusent de ne pas être un vrai opposant, par rapport à qui et à quoi sont-ils des vrais opposants? Ngwanda. Nora Ngwanda, que pensez-vous de cet homme? Parce qu'il passe son temps tiré comme... Enfin, c'est le Poutine Ball, le Vital Kamerhe par rapport à la Pareco, par rapport à Ngwanda. Bon, ce que je peux retenir de cet homme, j'ai appris qu'il serait devenu pasteur. Depuis Kinshasa, j'ai appris, c'est rien. Voilà. Il a beaucoup de facettes d'ailleurs. Hein. Oui, bon, je pense qu'un pasteur doit quand même être à la hauteur de ses propos. Voilà, et je sais qu'il y a certains de ses proches qui m'ont proposé 2 ou 3 fois d'aller les rencontrer au Maroc. Je n'ai jamais accepté. Voilà. Je n'ai pas trop de commentaires à parler sur lui. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez de cet homme? Ce n'est pas les commentaires. Moi, je pose la question, c'est sans concession. Hein. Je reconnais, d'une part, je ne peux pas seulement parler du côté négatif d'une bande, mais je lui reconnais une part de la mobilisation de la diaspora. Ça, je ne peux pas lui dénier ça, cette qualité, cette capacité, je lui reconnais ça et je continuerai à le témoigner partout où j'y passe. Mais la politique politicienne, des montages, voilà. Donc il ment beaucoup. Des machinations politiques. Donc il ment beaucoup quand vous parlez de machinations politiques, donc il y a beaucoup de mensonges. Je ne dirais pas qu'il ment. Non, donc moi je parle de machinations. Quand vous parlez de machinations politiques, oui. Par définition derrière ces machinations, il y a le mensonge. Bon, ce n'est que lui parce que vous voyez, s'il était un petit peu réfléchi dans ses déclarations, il serait toujours respecté, respectable. Aujourd'hui, il a perdu quand même sa crédibilité, alors qu'il fut l'un des pionniers des réveils patriotiques au niveau de la diaspora. Malheureusement, il est allé dans des futilités, des considérations inutiles. Voilà, ça. Je suis content parce qu'à l'époque où il commençait d'abord à accuser Vital Kamerhe, moi je disais à Kamerhe à l'époque, il faut mettre ton diplôme pour essayer de clouer de bec oui, de l'honorer. À l'époque, il refusait, non, ça ne sert à rien. Bon, je suis content que récemment,
Et les gens leur accusaient encore que c'était un faux diplôme, encore, pour dire que c'était un faux diplôme. Moi, Voilà. j'ai vérifié, en tout cas, c'est un vrai diplôme. Bon, voilà. Son diplôme est un vrai. Ouais. Je ne suis ni pour Vital Caméré, Ouais. encore moins pour lui. Simplement, je fais aussi mes investigations pour vérifier. J'ai téléphoné, je vérifié les choses. Son diplôme est assez... il est vrai. Ouais. Mais autre chose, on ne fait pas une émission sur Caméré. Autre chose, je voulais rappeler ou informer aux spectateurs qui ne le savent pas. Caméré m'a toujours dit, à chaque fois, que même s'il est dans l'opposition contre Kabila, il lui restera quand même, il est quand même humain. Il lui restera toujours reconnaissant. Pourquoi? Quand il était président de l'Assemblée nationale, il y avait déjà des conflits entre lui et Katumba Mwanké. Et il s'est fait que il a été empoisonné. Mais Vital Caméré. oui, il était empoisonné. Et à l'époque, il vivait, il était voisin de... Empoisonné par Katouma Mwanké. Il ne m'a jamais dit ça, on ne sait pas, mais il y a des rumeurs qui courent, on ne peut pas confirmer ou accuser les uns ou les autres par des postures politiciennes. Voilà. Il avait été empoisonné, on ne sait pas par qui. Vous le savez, mais c'est pas grave, moi j'ai le sais aussi. Il était voisin de Didier Etumba. Hmm. Il vivait avec sa cousine. Et les soirs comme ça, 21h, il a failli mourir, Vital Caméré. Sa cousine, il a commencé à vomir et crier dans sa chambre. Sa cousine est venue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne parlait plus. Sa cousine est vite sortie. Elle a eu les réflexes d'aller alerter Didier Etumba. Et les hasards a fait que Etumba aussi était chez lui. Etumba est venu trouver Vital Caméré dans cet état critique. Et directement, il a téléphoné à Joseph Kabila. Donc voilà, Vital Caméré, il est dans un état. Kabila n'a pas hésité un seul instant. Il a directement ordonné que son avion présidentiel amène d'urgence Vital Caméré pour les soins en Afrique du Sud. C'est Voilà. pour ça qu'il renvoie peut-être la balle. Bon, on va passer sur autre chose. Monsieur Etienne Tshisekedi, proche, vous étiez proche de l'UDPS. Pour terminer avec ça, on va parler après maintenant de vous après. Les gens souhaitent sa mort. Enfin, les gens disent qu'il faut qu'il parte parce qu'il y a trop de désordre, qu'il parte et puis après on verra qu'est-ce qui va se passer. L'UDPS sera comme l'MPR, puis ça va plus exister. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je ne souhaite pas sa mort physique, mais politiquement il est déjà mort, il n'existe plus, il n'est que l'ombre de lui-même. Tshisekedi pour moi fait partie de ces personnalités politiques qui ont leur part de responsabilité au désastre, au déclin de ces pays. Parce que la plupart de ces opposants qui font trop de bruit sont des gens qui ont travaillé avec le pouvoir en place. Tshisekedi a travaillé avec Mobutu, il a été un des ministres tout-puissants. Mobutu fut le parrain de voilà. Mais quel est son bilan? Non, Tshisekedi fut le parrain de Ouais. l'enfant de... Mais quel est le bilan quand il était ministre du gouvernement de Mobutu? Quel symbole a-t-il laissé aujourd'hui afin que la population congolaise se souvienne de lui? Moi, je n'ai pas mémoire à ça. Et les Camérés et les autres qui ont travaillé aussi d'une et autre manière avec le régime, quel est le symbole ont-ils laissé quand ils étaient au pouvoir? Aujourd'hui, les gens crient ils crient le nouveau Messie, c'est Katumba Mwanké. Non, Moïse Katumbi. J'ai dit, mais franchement, les Congolais ont une mémoire courte. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Et ils agissent en fonction de la situation qui se présente. Et ils n'ont plus même une seconde à réfléchir de ce qui s'est passé. Alors, qui est Moïse Katumbi? Écoutez, je sais que c'est un monsieur qui est généré, Donc, il sait corrompre, c'est ce que vous voulez dire. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est un monsieur... mais quelle est sa vraie vision pour les pays?
Et quelle est la vision de ces messieurs pour les Katanga? Contrairement à ce que les gens disent que non, les Katanga, il y a des coupures d'électricité au Katanga. Katanga n'est pas si développé que les autres provinces de la RDC, telles que les gens les disent. Nous voulons avoir quelqu'un de visionnaire pour ces pays-là. Quelqu'un qui fixe les caps. Voilà ce que moi je peux faire dans 5 ans. Et c'est de cette manière que moi je vais financer. Et nos moyens propres, ça sera autant. Les moyens extérieurs, ça sera autant. C'est ça que nous voulons. Ce n'est pas seulement parce que quelqu'un vient, il harangue, voilà, il a tenu tête à Kabila, voilà, il a fait la fierté d'une de nos équipes de football au niveau du continent et dans le monde qu'il faut. Non, ce n'est pas ça qui doit être les critères pour désigner quelqu'un chef de l'État. Il y a quand même un minimum, c'est-à-dire un chef de l'État est censé être l'homme le plus intelligent de tous les autres Congolais. Censé. Bon, oui. Souvent, c'est pas ça. Alors, passons à votre plateforme. Je souhaiterais quand même m'attarder. IPDD. IPDD, pourquoi IPDD? Bon, pourquoi l'IPDD? C'est parce que nous sommes concertés avec certaines oppositions africaines et quelques sociétés civiles. Nous sommes dit les situations dans des différents pays africains, c'est presque les mêmes. C'est-à-dire, les armées ne sont pas républicaines, les armées sont confisquées au service des pouvoirs en place. Il n'y a pas des élections crédibles, et transparentes et puis libres qui sont organisées dans la plupart des pays africains. Et puis, beaucoup de chefs d'État ont tendance à modifier les constitutions. Pour tout vous dire, cette initiative, moi j'avais sous un autre angle, mais plutôt au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. C'est-à-dire, je demandais que les jeunes se mobilisent au niveau de la sous-région pour dégager un peu tous ces dictateurs militairement. Ça, c'était... Et quand j'ai contacté... Par la force? Oui, par la force. Ça, c'était ma vision. Et ce qui m'a encore renforcé davantage, parce que j'ai vu, non, les Burkinabés ont parvenu à faire partie de Blaise Compaoré. J'ai appelé certains anciens ministres du Congo-Brazzaville. Vous êtes très proche d'un ministre qui vous finance d'ailleurs. Non, pas du tout. Je ne veux pas citer son nom. Nous vivons... C'est Mathias, si vous voulez. Mathias Ndong, pour ne pas dire, parce que on va dire que c'est Mathias Ndong qui me finance. Non, écoutez, si on vous a rapporté que Mathias Ndong, que j'ai sali amicalement si il va suivre l'émission, non, il suivra l'émission. Non, il ne nous finance pas. C'est un millionnaire, vous savez bien. Je ne sais pas, je n'ai pas cette information, mais chacun essaie de... Bon, l'IPDD, l'Initiative panafricaine pour la défense de la démocratie, nous sommes dans l'arène politique internationale depuis le 14 novembre dernier, donc on n'a pas encore de financement propre. Mais vous avez des coups de pouce? Non. Nous vivons de la générosité de chacun des membres. Voilà. Mais dire que c'est l'ancien ministre des Finances du Congo-Brazzaville qui soutient les mouvements, ce n'est pas ça le cas. Nous essayons de nous cotiser. Alors, il y a aussi des Boudoukoua qui disent qui aussi que... il y a le gouvernement français qui est derrière vous. Écoutez, il y a des gens qui disent ça. Même certains députés européens, parce que là je viens de Bruxelles, j'ai été à la commission de l'Union européenne. On nous a... Et là vous partez d'ailleurs, hein, oui. Vous avez pris votre billet pour partir quelque part, mais je ne vais pas le dire, sinon vous serez peut-être poursuivi. Voilà. Mais les gens pensent que non, l'IPDD... et c'est l'œuvre française, non, pas du tout. Et un des conseillers du président Jacob Zuma, que j'ai rencontré dernièrement, le 30 novembre dernier, dans un hôtel aux Champs-Élysées, il a posé la même question.
croyant que non, c'est la France, et voilà, on sait que la France a toujours une politique ambiguë vis-à-vis du continent africain. Est-ce que dites-nous tout? Est-ce que c'est la France qui est derrière ça pour renverser? Et pourquoi avoir seulement... Moi, j'ai dit, monsieur le conseiller, dites-nous dans quel pays africain on pouvait nous tolérer de nous réunir pour mettre en place ces projets. Cette plateforme. Voilà. Et moi, je lui ai même dit, si la République sud-africaine est disposée de nous accueillir afin que nous fassions les premiers rassemblements africains en Afrique du Sud, on est disposé. Il m'a dit, vous êtes sûr? Il m'a dit, oui, je suis sûr. Si vous nous garantissez la sécurité, si le président Jacob Zuma n'aura pas la pression des autres chefs d'État pour nous accueillir, nous sommes disposés. Il m'a dit, ok, bon voilà, je vais prendre en contact avec vous, remettez-moi votre charte, et puis je vais présenter ça au président Jacob Zuma. Il est reparti avec ça. Arrivé là-bas, il m'a téléphoné, oui, voilà, mais il y a encore des questions techniques, et voilà. Oui, vous savez comment ça se passe. Alors, dites-moi, maintenant vous voulez prendre renverser en fait, remettre une nouvelle dynamique, pas renverser, une nouvelle dynamique en Afrique, surtout l'Afrique centrale. C'est votre vraiment cheval de bataille. Vous voulez faire, en fait, laver de ces pays, tous ces criminels de guerre, tous ces seigneurs de guerre. Mais vous avez quand même soutenu un seigneur de guerre qui est Jotoja. Bon, vous savez... militairement, c'est-à-dire au niveau de la stratégie militaire pour chasser Bozizé. Vous savez, je n'ai jamais voulu parler de ça, de ce qui s'est passé en RCA. Je devais d'abord commencer par chez moi et avant d'aller chez les autres. Bon, les hasards a fait ça. D'abord, la sous-région de l'Afrique centrale, c'est la plus riche du continent. Et du monde d'ailleurs. Oui, mais une sous-région mal gouvernée. Et là où il y a les noyaux durs de dictateurs en Afrique, les noyaux durs, c'est là-bas. On a connu Mobutu, on a connu Sassou, Déby, Paul Biya, et Bokassa. Donc, c'est les noyaux durs de la dictature au niveau du continent. Hissène Habré. Oui, Hissène Habré. Voilà. Et aujourd'hui, il y a Kabila qui est fils, qui est entre les deux pieds de la dictature et puis de l'ouverture à la Kabila. Voilà. Bon, il faut que la jeunesse... Vous n'avez pas répondu à la question. Pourquoi avez-vous soutenu Si, je reviens à la question. Si j'ai soutenu de Toudia, c'est parce que la manière à laquelle Bozizé gérait ces pays n'était pas convenable. Je suis d'accord. Il fallait faire quelque chose. Bozizé était soutenu par le Kabila. Est-ce que vous êtes oui, au courant, oui. Hein? Jusqu'à fournissait des armes jusqu'en dernière minute. Jusqu'à même, on l'a même proposé. On avait proposé de venir en RDC. C'est Quai d'Orsay qui avait dit si vous recevez Bozizé chez vous, vous allez avoir un nombre important d'ennuis. C'était la menace en fait du Quai d'Orsay. Vous êtes au courant de ça? Oui, mais la famille de Bozizé, elle est jusqu'à ce jour à Kinshasa. Et Jean-Francis, qui était l'ancien ministre de la Défense, a quitté la RDC le 1er janvier 2014. Il était toujours à Kinshasa. Il me dit, je le rencontre de temps en temps. Actuellement, il est à Nairobi. Il me dit qu'il se sent mieux. Et Kabila, Bozizé était un allié de poids pour lui. Le fait que Bozizé est tombé et apprendre qu'il y a un certain Gabriel Mahindo derrière cette rébellion. Parce que d'abord... Donc vous êtes recherché en RDC? Je ne dirais pas rechercher, je dirais plutôt on veut savoir où je vis. Voilà. Voilà. Alors la réunion de la transition qui a eu à Addis Abeba, là, à marge de ce qui devait se passer à Bangui,
organisé par Sassou Nguesso, etc., et décrié par Madame Samba Panza. Quelle est votre appréciation par rapport à ça? Vous savez, je n'ai pas une appréciation personnelle. Je reviens sur la position française. Parce que vous savez comme moi, la France a été l'un des premiers pays. D'ailleurs, je ne me suis pas trompé. Quand Bozizé est tombé, un mois après, j'ai directement pris mes distances avec le président Michel Lotoudia et la Séléka. Il a assisté quand même à cette réunion. Oui, il est là jusqu'à ce jour et je suis même en contact avec lui. Ouais. De temps en temps, il vous envoie un chèque? Non, ça c'est... Non, ce n'est pas l'argent qui compte pour moi. C'est l'idéal qui compte. Il n'a pas ramené un idéal quand même. Si ce n'était que l'argent, je serais déjà riche. Et je serais déjà parti de l'opposition pour rallier les pouvoirs en place. Mais je me dis... Pouvoir en place en RDC. Hein, oui, en RDC. Mais je me dis, il vaut mieux que j'aimère dans une pire des pauvretés au lieu de trahir mes convictions, mes valeurs. Je ne dis pas que tout ce qui est fait par les pouvoirs en place, c'est l'enfer. Non, je suis dans la logique. Lorsque ça va mieux, j'appuie l'initiative en disant que si c'était moi, à leur place, j'aurais encore fait mieux que... Je suis dans cette logique-là. Au lieu d'être dans une opposition de l'opposition, sans rien proposer, même si l'autre fait dit bien, on est là pour... Pardon, je suis dans une logique d'accepter quelques avancées. Il y a quand même des sujets qui peuvent nous réunir ensemble, pouvoir comme opposition, de travailler d'une même voie pour l'intérêt supérieur du pays. J'aurais trois questions. Oui. Pour terminer, Jojoja, vous ne m'avez pas convaincu pourquoi vous avez soutenu, pourquoi vous êtes parti, parce qu'il y a eu cette partition de pays créée par le membre des Séléka, l'ex-Séléka, qui aujourd'hui montre le doigt à Bangui, en RCA, au regard de massacres perpétrés à gauche et à droite, etc. Il y a des actifs Balaka qui sont venus organiser en arrière-plan par Bozizé. Hein, vous savez comment ça s'est passé, cette affaire. Et Mme Sambapaza est complètement démunie. Vous êtes l'un de ses conseillers. Dites-moi, que pense-t-elle après avoir récupéré 10 millions de dollars d'Eduardo dos Santos? C'est quand même quelque chose comme cette histoire, cette affaire. Bon, écoutez, il y a... Et avoir mis aussi la moitié dans sa poche. Hein, je tiens à dire. Bon, oui. La première partie de votre question, sur l'accord de Nairobi, et puis le président Sassou, je l'ai dit tout net, en tant que médiateur à la crise centrafricaine, il a d'ailleurs en privé... Il a fait un travail formidable, hein, on peut le reconnaître. Non, il a... Sur ces points-là, c'est un pompier et puis pyromane. D'accord. Okay. C'est pour ça que Mme Samba Panza n'est pas d'accord. Hein. Oui, le président Sassou a commis une erreur d'initier les négociations de Nairobi, parce qu'il y a eu un forum de Bangui qui s'est tenu, un forum à Brazzaville qui s'est tenu du 21 au 23 juillet de l'année dernière. Et à l'issue de ces forums, il a été dit qu'il y aura un dialogue centrafricain qui sera tenu à Bangui. Voilà, d'abord, les Centrafricains sont montés au créneau. Il y a beaucoup qui ne voulaient pas aller à Brazzaville parce qu'ils se sont sentis humiliés du fait que lorsqu'il fallait contraindre Michel Lotoudia à la démission, que les parlements de transition, les autorités centrafricaines soient transportées dans un avion en Djamena et de là décider du sort de la RCA de l'étranger. Les Centrafricains n'ont jamais toléré ça, ils ont dit qu'ils plus jamais ça. Et même pour aller à Brazzaville au mois de juillet dernier, beaucoup n'y sont pas partis pour cette raison-là. D'où la communauté nationale, en particulier la France, s'est convenue avec les autorités de la transition, y compris les belligérants, en disant que non, le seul cadre des négociations ne peut que se faire à Bangui. Tous les belligérants se sont mis d'accord, y compris les pouvoirs de la transition. Mais pour des tactiques politiciennes, parce que la France met la pression au président, Sassou pour qu'il ne modifie pas la Constitution, les discours du président François Hollande à Dakar. Que j'ai suivi d'ailleurs, j'étais là d'ailleurs. Oui. Et
Sassou n'a jamais dû gérer ça. Il voulait faire payer à la France. Ben, il a été mis au pouvoir par la France, mais vouloir affronter la C'est France... ça que je dis, cette rébellion-là contre la France, ça va le coûter cher. Oui. Donc aujourd'hui... C'est pour ça que les gens disent que voilà, votre forum, enfin votre plateforme est soutenue par la France parce qu'il y a l'ancien ministre de Finances qui est avec vous, qui est en opposition contre Sassou, et puis c'est lui qui est en fait, on le voit dans le mois à venir devenir le président de la République. C'est cela. Bon, quand on est dans en fait, il est dans cette dynamique. Mais quand on est dans l'opposition, ce n'est pas pour rester opposant à vie, c'est pour être aux affaires du jour au lendemain. C'est ça la démarche. Si les Congolais de Brazzaville pensent que c'est Nzo Mathias qui serait leur futur président, je ne serais que fier et content d'un ami de la plateforme qui accède à ces hautes responsabilités et enfin de promouvoir les valeurs que nous prenons au niveau de la plateforme. Mais je le redis encore, la France n'est ni de près ni de loin dans l'initiative. Donc c'est une initiative de renverser le pouvoir, enfin, de déstabiliser le Congo-Brazzaville. Écoutez, la France c'est une grande démocratie. La France a toujours prôné pour les respects des constitutions. Voilà, la France, nous n'avons aucun soutien matériel ni financier de la France, mais nous sommes tolérés par la France. Par sa démocratie d'ailleurs. Par sa démocratie. Oui, ça fait, voilà. On les salue d'ailleurs, cette démocratie à la française. Dites-moi, Madame Samapanza, que conseillez-vous à Madame Samapanza en tant que l'un de ses conseillers? Non, je lui dis, il faut que... En lingala, en français, en swahili, écoutez, parfois elle parle lingala et quelques mots en lingala. D'ailleurs, elle m'appelle toujours mon fils. Hein. Moi, la langa, c'est ça. C'est des Congolais en fait, des Centrafricains, parce que j'ai assisté encore il y a 2 jours, les 7, là dernier, à une réunion de Centrafricains, parce que je me rapproche un peu de la Centrafrique pour voir comment ils fonctionnent. Parce que pour connaître la géostratégie de la région, de la sous-région, il faut connaître tous ces pays-là. Si vous ne connaissez pas tous ces pays-là, vous ne pourrez absolument rien faire. Mais tel que je vous ai dit, ils sont Congolais en fait, j'ai compris. L'Équateur, il parle Ngwaka, il parle les Sango aussi, voilà, c'est voilà. proche. Mais vous voyez, l'Équateur est plus proche de Bangui que de Kinshasa. Tout à fait. Tout à fait. Si nos leaders politiques étaient responsables, nos dirigeants étaient responsables, il fallait ouvrir une zone économique entre l'Équateur et Bangui. Ça servirait à tout le monde. Même l'ancien Premier ministre André Zampaïké, qui est un ami proche, actuellement il est ambassadeur en Afrique du Sud, il est d'Aketi. Son papa paternel, il est d'Aketi. Jusqu'à ce jour, sa famille paternelle vit dans la province orientale, il est de chez nous. L'actuel ministre des Affaires étrangères, Congo Doudou Toussaint, lui, c'est un grand Quinois. Quand je le vois, c'est seulement en lingala qu'on discute. Et les rapports existent entre le pouvoir, le régime Kabila et Massamba Paza. Quel est le Bon, sans trop rentrer dans les détails, je dirais que les rapports étaient au beau fixe. Mais il faudrait qu'il puisse avoir un véritable suivi aux décisions qui sont prises. D'ailleurs, je profite aussi de féliciter quand même nos forces armées qui sont plus de 800. Hein, ils sont une fierté pour nous. On a une longue frontière entre la RDC et la Centrafrique, plus de 1200 km. Vous savez, 1200 km à peu près. Hein. C'est ça. Donc, ces militaires, même la France, quand j'étais reçu dernièrement au Quai d'Orsay, ils m'ont dit qu'il faut transmettre nos félicitations aux autorités. La France est disposée à demander un deuxième contingent à la RDC pour aller en Centrafrique
la France veut même que Parce que Sangaré veut quitter la Centrafrique d'ailleurs. Oui, oui. Vous Donc, savez bien, oui, la force Sangaré. oui. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Oui, Voilà. donc... D'accord. Il y a un traumatisme important. Oui, Hein? mais... Vous savez que les militaires aujourd'hui sont en train de crier au secours, que enfin, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là militaires, je ne vais pas me faire taper sur le dos, mais simplement qu'il y a un malaise important au niveau au sein de l'armée, la force Sangaré. Oui. Sauf que nos militaires font un véritable boulot. Aujourd'hui, pour la France, les contingents de la RDC, c'est les premiers contingents des troupes africaines qui fait un travail remarquable, un professionnalisme, une discipline là extraordinaire que les Rwandais ou les Gabonais, les Congolais, Brazzaville. C'est pour cela que la France veut qu'il y ait un deuxième contingent de la RDC au niveau de l'administration. Sauf que le gouvernement de Kinshasa, par son irresponsabilité comme toujours, ces militaires-là sont abandonnés. Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. Ils sont abandonnés, ils sont impayés. Il y a plus de 500 sont impayés. Ils sont 800, plus de 500 sont impayés. Ils sont en train de errer, ils sont en train de réclamer la nourriture à gauche et à droite, de devenir des mendiants. Et même l'air S3, qui est un major là, il vend, il détourne, j'ai appris avec la complicité de quelques responsables de l'ambassade de la RDC à Bangui, pour vendre ces provisions aux Libanais qui sont à Bangui. Bon, d'autre part, nos militaires n'ont pas suffisamment de moyens militaires, c'est-à-dire des gilets pare-balles, l'armement, des jeeps, des véhicules, ils n'en ont pas. Mais dans mon entretien que j'ai eu avec les Quai d'Orsay, ils m'ont dit que la France va les équiper dans les tout prochains jours. Ça fait quand même... c'est une bonne nouvelle et c'est aussi une honte pour notre nation. Une honte pour notre nation. Cette honte, et on les voit à travers aussi, c'est ce qui s'est passé, le massacre. Pourquoi la communauté internationale n'a-t-elle pas intervenu tout de suite à l'image de ce qui s'est passé à Ouagadougou, tout ce qui s'est passé au Burkina Faso? Parce qu'ils craignent, si Kabila est déstabilisé aujourd'hui, ça allait déstabiliser toute la région. C'est pour ça qu'ils l'ont maintenu jusqu'en 2016. Donc ça c'est... Est-ce que vous avez cette information? Oui, ça c'est... On me l'a toujours dit. Parce que même parfois quand j'ai titillé en disant que non, je vais attaquer la RDC. D'ailleurs, ma présence... Attaquer militairement? Oui. D'accord. Ma présence en RCA, Kinshasa n'a jamais supporté ça. D'après les informations que j'ai eues, c'est l'une des raisons que Kinshasa avait envoyé des contingents à Bangui par fierté, entre-temps, de me contrôler, de voir qu'est-ce que j'ai fait. Et il y avait des troupes qui étaient amassées tout au long des frontières, au niveau des Zongo. À l'époque, quand Michel Boutidja était aux affaires, ils avaient dit que non, voilà. Et tu vous préparez, bien entendu. Oui, je me préparais maintenant un coup de force. Mais je suis fier de la montée en puissance de notre armée, mais il faudrait que le gouvernement soit responsable. Alors, il y a eu un massacre encore à Béni, là. Vous avez trouvé avec ces 17 personnes froidement exécutées par la Nalut, etc. Vous, militaires, pourquoi j'ai appris que aussi Kabila, pour gérer en fait ces mines, parce qu'il a une douzaine de mines là-bas, alimente en fait ces rébellions. Avec bien entendu notre président de Vita Club, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Oui. Je pense que Je parle bien du tango, hein, un tango fort. Hein. Oui. Excusez-moi. Amici, hein, oui, Amici. Voilà. Non, d'abord, c'est le blanchiment de ces messieurs par la justice militaire de la RDC. C'est une prime à l'impunité. Pour moi, Gabriel Amis ne pouvait plus réintégrer l'armée. Voilà. Il devait rester au placard. Vous le connaissez bien? Si, je le connais. Il a été un de mes responsables pendant la rébellion de l'AFDEL. Bon. Je tiens à rappeler quand même, vous avez traversé l'Est de la RDC jusqu'à Kinshasa avec l'AFDEL et puis
avec nos alliés rwandais, ougandais. Je ne dois pas nier l'histoire, donc je l'assume. Vous êtes complice en fait de ce qui s'est passé en RDC. Écoutez, j'assume mon passé, mais s'il faut que je reprenne la même aventure, je n'hésiterai pas une seconde, mais ça ne sera plus de la même manière. Alors Gabriel, oui. Gabriel Amissi, Tango Fort. Je pense que c'était une erreur de lui réintégrer au sein de l'armée ou de lui redonner encore les fonctions qu'il occupe actuellement. Parce qu'il y avait suffisamment d'éléments mettant en cause sa crédibilité, sa personnalité. C'est le pouvoir lui-même qui a été affecté, c'est l'armée, c'est le cœur même de l'armée qui a été touché. Donc c'est Kabila par définition qui est certainement oui. Donc la complicité de Kabila est avérée. Oui, est-ce que la complicité de Kabila est avérée ou pas? Et à sa place, j'aurais même démissionné de moi-même, même si le gouvernement me réhabilite. À sa place, j'aurais pu dire que non, je ne suis plus en état d'exercer ces fonctions. Je préfère me retirer et faire autre chose. On parle enfin, à la fin, enfin, au terme de notre émission, j'aurais quelques questions posées concernant vos ambitions. Vous avez, bien sûr, dans ce que vous faites, la plateforme fonctionne très très bien. Merci. Quand ça a commencé, d'ailleurs, j'ai dit, on s'est retrouvés. C'était je n'ai pas encore assisté à vos réunions, mais ça viendra. Oui, les prochaines réunions. Vous savez, je suis toujours en voyage. Maintenant, vous le savez, quand vous m'appelez, dites tiens, Roger. Moi, je dis non, je suis dans tel pays, je suis dans tel pays. Je devais même aller au Cambodge. Là, je ne suis pas allé parce que je devais faire un autre voyage ailleurs. Mais en réalité, en 2016, vous voyez comment? Donnez-nous une petite analyse là-dessus. 2016, le départ de Kabila, les choses se mettent en place. Comment vous aurez avec l'Élysée et également Quai d'Orsay? Comment voyez-vous tout ça? Moi, je pense que d'abord, je pense que Kabila va partir, ne va pas prendre la folie de modifier la Constitution. D'ailleurs, l'évolution de la situation surprend même ici, parce que Kabila lui-même... ça surprend le Quai d'Orsay, hein, oui, et l'Élysée. Parce que Kabila lui-même les avait dit qu'il était fatigué du pouvoir. Ça, il avait dit ça en 2011. Il avait dit ça... C'est pour ça que d'ailleurs, votre ami Vital Kamerhe revenait sur cette affaire de créer une clause particulière pour voilà. Les anciens chefs de... Voilà. Et vous me donnerez une petite réponse là-dessus. Terminez d'abord, vous me donnez la réponse là-dessus. Kabila a dit aux autorités françaises qu'il était fatigué. Ça, je ne raconte pas que non, que voilà, c'est des bouches officielles, là où je suis parti, qu'on m'avait dit ça. Que Kabila, que ce soit à l'Élysée ou Quai d'Orsay, que Kabila les avait dit qu'il était fatigué du pouvoir. Il attend la fin de son mandat pour se retirer. Ça, ce n'était pas une carte blanche pour les autorités françaises. Ils ont dit oui, on l'a écouté, mais nous restons prudents et nous continuons de suivre la situation en RDC de tout près. Parce que même si lui-même était fatigué du pouvoir, ses collaborateurs, oui, ses fanatiques, je préfère les appeler des fanatiques, compte tenu des intérêts qu'ils tirent du régime, ils ne vont pas céder facilement. Et la peur aussi d'être oui, poursuivi. Oui, donc d'où la France va rester vigilante et vis-à-vis de ce qui se passe en RDC. Les statuts de l'ancien président. Écoutez, je suis contre cette initiative. Je pense que mon ami Vital Kamerhe avait commis une erreur de communication en voulant faire une prime à la criminalité ou bien à la corruption aux anciens chefs de l'État ou bien à Joseph Kabila. Rien ne peut justifier. La 5 ans aussi, la 5 ans aussi. Hein. Rien ne peut justifier que Kabila puisse bénéficier de ces... La 5 ans emboîtait le pas aussi. Hein, voilà. Moi, j'ai craint que tous les chefs d'État si on crée un statut spécial pour eux, qu'ils bénéficient de l'impunité. Mais s'ils ne se reprochent de rien, pourquoi ils doivent avoir peur de partir?
Non, même la Senco qui a appuyé l'initiative, moi, je pense que ce n'est pas une méthode. Il faut plutôt... Nous prenons l'égalité de tous les Congolais. Mais sur base de quoi un des Congolais peut jouir d'un statut particulier? Alors, s'il faut le faire, il faudrait que tous les Congolais jouissent de ce statut particulier. Au nom de quoi qu'il faudrait seulement que ce soit un ancien chef de l'État. Un ancien Premier ministre peut dire ça aussi, que non, compte tenu des services rendus à la nation, je dois bénéficier aussi d'un statut particulier. Les militaires aussi peuvent prévaloir ce statut particulier. Alors, moi je pense que non, les statuts particuliers prônés par certains leaders politiques, en particulier Vital Kamerhe, pour les anciens chefs de l'État, ce n'est pas un bon signal qu'il faut lancer si nous voulons réellement construire un État de droit et un État démocratique. Donc c'était une erreur, je pense que c'était une erreur de communication de sa part. Une erreur de communication, il en fait beaucoup d'ailleurs, c'est ça qu'on appelle les hommes d'ailleurs, hein, même les hommes politiques, hein, c'est en faisant des erreurs qu'on arrive à avancer. Deux questions franches pour terminer notre émission. La première question, comment avez-vous trouvé l'homme qui a été assassiné, Laurent Mouzé Kabila? Quels a été ses points forts? Quels sont ses points forts, voilà, quels sont ses points forts et aussi ses faiblesses pour avoir laissé la porte ouverte aux gens qui sont venus froidement l'assassiner? Et qui l'a assassiné? Qui l'a assassiné? Je pense que je suis de ceux-là qui ont été abusés, j'ai toujours considéré abusés du régime de l'AFDEL. J'avais pris des risques comme d'autres Congolais, Kadogo ou Afan Soldat, tel qu'on nous appelait. On avait crié. Vous avez quel grade dans l'armée? Non, j'étais capitaine. Donc, j'étais désabusé de ça. Il y avait un idéal qui m'avait motivé. Voilà. Malheureusement, cet idéal n'a pas été au rendez-vous quand on a pris le pouvoir le 17 mai 1997, notamment la suspension de tous les partis politiques, suspension de la Constitution. Et avoir envoyé à Kabila Kamwanga, oui, le président Etienne Tshisekedi. Et puis, gérer le pays avec 13 articles, jusqu'à sa mort d'ailleurs. Kabila Père est assassiné, le pays était dirigé, il dirigeait le pays avec ces 13 articles qu'il avait conçus, taillés sur ces mesures. Voilà, donc c'est ça. D'ailleurs, j'ai toujours été rebelle, moi. Pendant que de 1997 jusqu'à 2001, j'ai eu à déserter 2 fois l'armée congolaise. Peut-être que beaucoup de gens ne le savaient pas. J'ai déserté 2 fois l'armée congolaise. Je suis parti à l'étranger. Et à chaque fois, étant de l'étranger, on m'a rappelé qu'est-ce que tu fais là-bas? Il faut revenir à l'intérieur, il faut mener le combat de l'intérieur. Voilà, c'est plus efficace d'aller. Alors, qui l'a tué? On sait officiellement que c'est notre ami. Parce que vous réclamez, Capen, tout ça, etc. Vous réclamez qu'il y ait un véritable procès par rapport à l'assassinat de Mouzé Kabila. Par rapport d'abord à votre plateforme aussi, il y a ça aussi. Mais il n'y aura jamais. Les vrais commanditaires de cet assassinat ne seront jamais inquiétés. Parce que l'assassinat de Laurent Désiré Kabila a des ramifications internationales. Est-ce que la RDC a les moyens d'aller traquer tout ce monde-là? Quels moyens? On n'en a pas. C'est un régime faible. Voilà. Pour preuve, le régime a démontré sa faiblesse en coupant d'abord Internet et puis la communication. Oui, c'est incroyable. Pour un pays où on veut rentrer dans l'émancipation industrielle, dans ce qu'on appelle vraiment l'excellence économique, on ne peut pas s'amuser à je pouvais m'attendre à tout sauf à ça. Oui, moi j'étais atterré. Donc, ça vient de démontrer que la fragilité du régime
que le régime était secoué. Pendant 20 jours, oui. on coupe l'Internet Oui. et les téléphones. Oui, donc le régime a été secoué et affaibli. Donc c'est ça que j'ai dit. S'il y avait une bonne organisation, une bonne planification de l'opposition, le régime serait tombé. Comme un feu mieux. Voilà, le régime serait tombé. Et d'où je demande à la SENCO de laisser tomber cette histoire de communiquer, de condamner Kabila et les opposants. Donc la meilleure façon d'aider cette population congolaise, c'est de lui donner les moyens, de donner à la jeune, aux jeunes, aux anciens militaires ou même des militaires en poste, des moyens pour faire trembler, pour faire partir le pouvoir. Pour faire partie de Bon, Kabila. pour revenir à la question de Kabila père, je retiendrai de lui, c'est quelqu'un de patriote, c'est quelqu'un qui... C'est à la fin ou au début? Écoutez, dès le début, même avec l'avancée des Rwandais, parce que les Rwandais ont commencé leur folie depuis l'Est, hein. Ils nous disaient il faut résister à ces gens-là, ces pays vous appartiennent et ils ne sont que des mercenaires que nous allons les payer une fois que nous aurons dégagé Mobutu. On a payé cher là, oui. avec 10 millions de morts à peu près. Oui, il faut leur 6 millions de morts. Il faut leur tenir tête. Ça, c'est un discours qu'on ne m'enlèvera pas de l'embouche, même si quelqu'un accusait Kabila père d'être complice de ces Rwandais. Mais voilà le discours que Kabila père tenait. Et même quand on était à la garde présidentielle, c'est quelqu'un qui pressentait sa mort. Il disait que je sais que je vais mourir. Mais il ne savait pas par quel moyen cette mort pourrait provenir. Il ne savait pas ce qui lui manquait, de savoir que non, certains parmi sa garde ou ses proches sont impliqués dans son assassinat. Je retiendrai, voilà, cet élan de patriotisme, cet amour du pays, de défendre les intérêts du pays. Ça, c'est le discours. Suivez mon discours, mais ne suivez pas mes actes. Mes actes, comme on dit dans la Bible. Bon, Voilà. mais alors, pour terminer, Kabila, est-il vraiment proche de Mosé Kabila? Bon, loin de moi, même quand j'étais en l'IDPS. À l'IDPS, c'est l'une des raisons que l'IDPS Benelux m'a fait approcher quand ils avaient su que j'étais en exil. On voulait que je tienne ce discours-là, que Kabila, fils, n'est pas Joseph n'est pas les Moi, je ne fils. suis pas parlé de fils, hein. Moi, j'ai dit proche de la famille. Écoutez, je ne suis pas membre de la famille pour savoir s'il est proche ou pas, mais je pas de Kabila que j'ai connu en tant que commandant des opérations lors de l'avancée de la province orientale, parce que j'étais aussi dans cette zone de combat. Je parle de Kabila Joseph en tant que sous-chef d'état-major général, que j'ai connu aussi à l'état-major des forces armées congolaises. Et en tant que chargé de mission, à chaque fois qu'il venait nous rendre visite à la base militaire de Kamina quand on était en formation. On a décimé complètement les garnisons. Bon, mais je sais que c'est quelqu'un qui a une grande capacité d'écoute. Ça, je le dis honnêtement. Il a une grande capacité d'écoute et c'est un bosseur. Il était 6 heures du matin, il était déjà, quand il était sous-chef d'état-major général, à l'époque, moi je vivais aussi à la cité de l'OIA, aujourd'hui la cité de l'Union africaine. Moi j'étais à la villa 32 et puis lui il était à la villa, je pense, 16 ou 24, comme ça qu'il vivait. C'est un gars qui est un bosseur, contrairement à ce que les gens me rapportent. Il était vraiment... Est-ce qu'on peut sous-estimer encore son adversaire en sous-estimant en fait Kabila? C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec cette affaire-là mais vous voyez... Qui fasse 13 ans de pouvoir comme ça, en omniprésence autour de toutes les institutions. En politique, la meilleure stratégie, c'est de surestimer l'adversaire. Quand vous surestimez l'adversaire, vous êtes parti dans un bon angle. Mais quand vous le sous-estimez, l'adversaire va vous surprendre. À ces jours, tout le monde a
a sous-estimé, même les Rwandais aussi avaient sous-estimé Kabila fils, qu'il n'ira pas plus loin. Mais aujourd'hui, il est entré de... C'est ça que moi j'ai dit. Je demande à ces fanatiques de la majorité présidentielle. Vous voyez, pour revenir un petit peu à ce qui s'est passé au mois de janvier à Kinshasa. Parce qu'il y a Bochab, en 2011, au mois d'octobre 2011, lors d'une campagne présidentielle. contre... Voilà. Et puis il disait même que non, Kinshasa, la ville de Kinshasa est maintenant acquise au pouvoir en place, que chaque lupango est communine, peut perdre. Voilà. Que chaque lupango est commis drapeau, il y a peut perdre. Alors qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé du 27 au 30, au 29, ça a démontré que non, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il ne faut... La meilleure... Ses proches, ses fanatiques de Kabila doivent l'aider plutôt à lui demander de partir calmement et de revenir. Il est encore jeune, il peut revenir en 2022 et gagner remporter les élections en 2022. Si réellement son bilan, il a modernisé les pays tels que ces fanatiques ne cessent pas de nous boucher les oreilles tout le temps, qu'ils jouent la démocratie. Mais eux-mêmes, ils se contredisent. Ils ont dit que non, il est le seul chef d'État qui aurait organisé des élections crédibles et transparentes. Mais pourquoi vouloir l'éterniser à vie au pouvoir? Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Alors, on arrive à la fin. Ce que je pourrais dire par rapport à ce que j'ai entendu, vous avez beaucoup de choses à dire. Une émission ne suffirait pas pour tout connaître, pour tout savoir. Vous avez des ramifications partout en Afrique et aussi dans la communauté internationale. Vous êtes crédible, on vous consulte par rapport à cette situation régionale, parce que la région de Grand Lac, c'est une région stratégique, c'est une région où il y a des enjeux, où l'Amérique, les États-Unis veulent mettre leur base, Africom, etc., mettre aussi leurs satellites, mettre également leurs drones pour surveiller la zone, parce que c'est une zone stratégique où de la RDC partirait beaucoup de choses pour contrôler en fait toute l'Afrique et aussi l'océan Indien. Non, c'est une zone stratégique. Donc vous êtes dans l'environnement de la stratégie, du conseil, aussi bien entendu de l'économie. Donc vous savez comment les choses passent. Vous êtes conseiller, l'un des conseillers de la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Vous êtes aussi un fondateur, le responsable, l'initiateur, parce que le terme est mieux dire fondateur, l'initiateur de votre plateforme IPDD. Je tenais à vous rendre hommage parce que c'est une très bonne initiative. Le jour où vous avez commencé ça, j'étais là aussi, je vous suivais, mais je dis, je n'ai pas encore participé, je viendrai prochainement, même en Afrique du Sud, on fera la route ensemble, même à Bangui, je vais vous accompagner par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes un Congolais de père et de mère, je tiens à le dire encore, et que les gens ne restent pas toujours dans leur caniveau pour continuer à spéculer. Bêtement, le Congo part en vrille à cause de ces spéculations. On ne veut pas laisser l'enfant du pays progresser. Et je pense que quand on sort du pays, on a plus de regard de l'extérieur pour pouvoir combattre les choses à l'intérieur du Congo. C'est pour ça, d'ailleurs, Kabila a peur de vous par rapport à ce que vous faites. Un mot de la fin pour partir. Et puis, dites-moi, vous dites que Kabila devait revenir en l'an 2022. Mais s'il est accusé aujourd'hui de graves crimes, même le crime de CHBA, que vous mettez les doigts là-dessus, il faut qu'il y ait des responsables soient punis, soient traduits devant une cour. C'est pour ça que vous avez même saisi la CPI pour l'histoire du massacre du 19. Dites-moi alors, comment, par là aussi de cette histoire de la CPI, et puis on terminera avec ça. Bon, je tenais d'abord à vous remercier. En regardant l'écran, bien entendu. Je tenais à vous remercier pour m'avoir accordé cette belle opportunité de parler en direct avec nos compatriotes, chose que je n'ai pas vraiment... Je fuis trop la caméra. Je suis un peu timide, je n'aime pas les spectacles. Je pense que nous avons un beau pays.
que nous devons tous nous consentir, réunir nos efforts et nos forces avec notre diversité, au lieu de nous laisser dans des chamailleries inutiles. Moi, j'aime des gens courageux, efficaces. Nous devons faire quelque chose. S'il y a des gens courageux, efficaces, on peut, voilà, mes coordonnées sont accessibles sur Internet. Je mettrai votre mail afin que les gens puissent vous contacter. Voilà. Moi, j'aime les gens qui sont dynamiques, déterminés. Je n'ai peur de rien. Je peux vous montrer, j'ai failli déjà à ma vie. J'ai une grosse cicatrice ici où j'ai failli mourir pour ces pays-là. Mais je me dis, il faut faire quelque chose. Au lieu de rester dans les spectacles, d'accuser les uns, rwandais ou pas, ou centrafricains, ça, c'est tel que les autres disent, basta, ça ne me touche pas. Le plus important, c'est de servir mon pays avec fermeté et loyauté pour l'intérêt général. Si je serais d'accord que certaines personnes me critiquent, je ne peux pas dire que non, voilà. L'unanimité. D'ailleurs, je n'aime pas la facilité. Je vous ai bien dit que moi, je suis né d'une famille très pauvre. Papa enseignant et maman qui était ménagère, vendeur de bananes plantains. J'aime cette vie difficile-là et ça me permet de se forger, de frayer un chemin qui me rend responsable et utile au niveau de la société. Pour revenir à la question de si je disais que Kabila peut revenir en 2022, c'est pour demander aux autres fanatiques de la majorité présidentielle de respecter la constitution qu'eux-mêmes ont élaborée. Parce que je me souviens bien, en 2006, quand j'étais encore à l'IDPS, nous, au niveau de l'IDPS, nous étions de ceux-là qui ne voulaient pas l'adoption de cette constitution-là. De Liège. Oui, de Liège. On avait dit que non, c'est une constitution qui est élaborée de toutes pièces par les Belges et imposée à leur dauphin qui est Kabila. Et ils nous ont démontré que non, voilà, c'est la plus meilleure des constitutions au monde qu'on n'a jamais connue. Mais ils doivent quand même avoir les principes du respect de la parole donnée, y compris Bochab lui-même. Il avait fait la publicité pour ça. Kabila lui-même, il a fait la propagande pour ça. Je voulais seulement les rappeler que nous, voilà, ils avaient tenu un engagement vis-à-vis de la population congolaise, que voilà, ça c'est une très bonne constitution, c'est la meilleure constitution au monde. Il faudrait qu'ils aillent à la lettre et à l'esprit de la constitution qu'eux-mêmes ont élaborée et mise en place, en respectant un mandat une seule fois renouvelable. Et Kabila doit partir. Si la Cour pénale internationale, la justice internationale ou la justice congolaise estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour poursuivre Kabila, il doit répondre de ses actes. D'où, je vous ai dit tout à l'heure là que non, je suis contre les statuts particuliers accordés aux anciens chefs de l'État, parce que certains estiment que non, voilà, pour éviter l'accrochage au pouvoir de Kabila ou d'autres chefs d'État, il faudrait leur accorder ou lui accorder un statut particulier. Je suis contre ça. Je suis pour la justice. Si la justice estime Kabila a sa responsabilité morale, vit des massacres, des détournements qui se font en RDC, il doit répondre de ses actes devant la justice. Je soutiendrai cette initiative. Je demande, j'appelle à la responsabilité des uns et des autres, que ce soit des opposants ou des dirigeants actuels. Ce pays-là n'appartient à personne. C'est notre maison commune. Personne n'a le droit de se l'approprier tel qu'il le veut. Nous devons tous savoir que nous devons jouer collectif pour l'intérêt de la nation. Quel avenir, quel pays, quel symbole allons-nous laisser à nos générations futures? Voilà. C'est ce que j'ai comme mot de la fin. Et une fois de plus, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de parler.
bien que ce n'est pas vraiment un exercice, c'est facile pour moi. Et, Les hommes de l'ombre sont toujours comme ça, ils ne parlent pas beaucoup. voilà, une fois de plus, grand merci. Et puis je remercie nos compatriotes. Il faut, vous voyez, pour terminer cette histoire-là d'empêcher nos artistes de venir jouer ici, moi j'ai toujours été contre ça. Un pays, c'est d'abord la culture. Il faut rayonner. Chacun est libre de soutenir qui il veut. Nous vivons dans des pays démocratiques ici. Nous voyons des musiciens qui soutiennent qui ils veulent. On est dans une situation assez difficile. Peut-être on aura le temps de parler de ça. La situation est difficile, le pays est confisqué, donc il n'y a pas encore liberté, donc on ne va pas s'amuser encore. Moi, je pense que je suis dans cette optique-là de ne pas permettre à tous ces bandits qui sont autour de ces régimes de venir se fourvoyer ici en Europe. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je comprends tout à fait, mais il faut commencer déjà à détruire toutes les cassettes et les DVD. Voilà. Tous les jours, hein. On ne peut pas boycotter ces gens-là et que dans nos voitures et dans nos fêtes, nous jouons leurs chansons. On doit refuser en fait la boulangerie, oui. Mais le pain de ces boulangeries. Enfin, on doit refuser les boulangeries, mais le pain de ces boulangeries. Il faut les manger, c'est ça. Donc, moi, honnêtement, il faut laisser la liberté à chacun. Je suis opposé à cette démarche de nous monter les uns contre les autres. Voilà, de nous monter les uns contre les autres, je pense qu'on est l'heure avance et vous allez prendre votre train. Vous voyagez beaucoup, vous ne voyez pas beaucoup votre famille. Et je ne voulais pas dire votre âge, on les conserve. Non, j'ai 40 ans. 40 ans, voilà, des jeunes qui veulent que le Congo fonctionne, des gens ambitieux. Ce n'est pas quelqu'un qui a commencé le combat aujourd'hui, hein. Moi je le connais, je sais ce qu'il a fait au niveau des réseaux. Il travaille beaucoup, hein, il parle moins. Vous voyez, il a une certaine difficulté à dire des choses en termes de communication, parce qu'il n'est pas dans la communication, il est dans la stratégie politique et stratégie du combat politique, hein, je parle, ou du combat aussi militaire. Donc voilà, je tenais à vous rendre hommage de votre présence ici au Presse Club. Nous sommes le 9 février 2015. Nous avançons vers les élections en RDC dans 22 mois. Nous avançons vers des élections en Centrafrique dans 4 mois, donc c'est au mois de juin. Ils nous ont repoussé, c'était au mois de novembre, ils nous ont repoussé ils nous ont ramené au mois d'août. Mais ça sera encore reporté, techniquement c'est difficile à tenir. Voilà, donc il y a des dates qui changent, mais il y a plus de 52 candidats déjà, 25 candidats. Après, il y a d'autres candidats. Il y a encore des exigences. Il faut vivre plus de 3 ans au pays, avoir un domicile au pays. Enfin, ils sont en train d'attaquer sur la Constitution, mais je ne veux pas revenir. Mais comme on ne fait plus de moi en RDC, je vais me présenter en RCA. Vous serez accepté parce que bientôt vous aurez peut-être la nationalité centrafricaine, donc double nationalité. C'est interdit par l'article 10 de la Constitution, vous savez, de la RDC. Oui. Merci infiniment. En tous les cas, vous reviendrez quand les gens auront besoin de vous pour pouvoir clarifier d'autres pans de l'histoire. Vous en détenez des secrets. Vous avez la retenue, vous ne dites pas tout pour faire le buzz, mais vous avez un discours mesuré et surtout, vous avez clarifié certaines situations. Merci à vous et bon retour chez vous. Merci à vous aussi, monsieur Momo. Merci.